Les Japonais vivent au rythme des 4 saisons. Dans ce pays où la terre est rare, ils ont appris à tirer le meilleur de ce qu'elle pouvait leur offrir. Ils ont conçu une cuisine qui se déguste avec tous les sens, une cuisine pour ressentir le monde qui les entoure et qui, dans chaque mets, célèbre les fruits de la nature. Voici le dashi, un des piliers de la cuisine japonaise. On dit qu'il ne se fabrique pas, mais qu'on l'extrait de la substance même de quelques espèces. Ces ingrédients sont issus des mers qui baignent le Japon, froides au nord et chaudes au sud, et des forêts humides qui couvrent une grande partie du pays. Le dashi est le résultat d'une distillation attentive de ressources naturelles, apprises au fil d'une longue histoire. On a coutume de dire qu'à Kyoto, la saveur des plats est plus subtile qu'ailleurs. Ici, résidait autrefois l'empereur du Japon. Convergeaient alors dans la capitale impériale les meilleurs produits en provenance de tout l'archipel. C'est là que le dashi est né. La ville compte la plupart des meilleures tables japonaises. Premier rituel immuable du matin, tirer de l'eau fraîche au puits pour commencer la préparation du dashi. Hiroyuki Kato est l'un des grands chefs japonais actuels. Il ne descend pas d'une longue lignée de cuisiniers talentueux. C'est un autodidacte qui a élaboré lui-même les saveurs délicates de son dashi maison. Pour faire un dashi, il faut commencer par plonger dans l'eau fraîche les meilleures algues kombu. L'acide glutamique qu'elles contiennent permet de stimuler nos papilles gustatives, révélant la 5e saveur de la gastronomie japonaise, celle relative au savoureux, qu'on appelle umami. L'umami renvoie au bien-être et à la satiété. J'évalue toujours le goût à l'œil. On peut aussi vérifier la présence de l'umami en goûtant, mais l'œil est bien plus précis. Une fois que la couleur et l'odeur lui conviennent, il goûte sa potion. La recette du chef Kato exige de faire mijoter l'algue kombu 1 heure, le temps nécessaire pour en révéler toute la saveur. L'algue kombu se développe dans les eaux froides et peu profondes qui baignent l'île d'Hokkaido au nord. La mer y gèle en hiver et sous l'effet des marées, la glace vient inlassablement harceler les côtes. Le kombu pousse en filtrant et en absorbant les nutriments de l'océan à l'aide de ses longues feuilles. Le mouvement de la glace arrache les algues les moins amarrées aux rochers des fonds marins. Seules les plus robustes survivent à ce traitement de choc. Ce sont elles qui récupèrent les nutriments du plancton piégé dans la glace. Elles se chargent ainsi de saveur jusqu'à maturité. Sur les côtes sauvages de la pointe nord du Japon, les tempêtes océanes font s'échouer ces précieux trésors naturels.
L'été, Yuri Fujimoto quitte ses quartiers d'hiver, loin de la civilisation, pour venir ici récolter le kombu et gagner sa vie, comme l'ont fait avant elle ses ancêtres. Yuri a 89 ans. Si la mer n'est pas agitée, elle ne ramènera pas le kombu sur la plage. Si la houle n'est pas assez forte malgré le vent, il n'y aura pas d'algues. Dans tout le kombu que je ramasse, il n'y a pas que de la très bonne qualité. Mais j'en trouve quand même un petit peu. C'est une vie difficile, mais proche de la nature. Yuri vit seul dans une hutte, sans eau courante ni électricité. Ses 2 chiens ne la quittent jamais. Elle fait sécher le kombu à même les cailloux de la plage. Cet endroit est tellement sauvage que Yuri croise souvent des visiteurs inattendus. Regardez un ours. On en voit souvent dans les environs. J'en ai pas peur. Je le toise du regard pour le dissuader. Héritière d'un savoir ancien de la nature, la vieille femme sait que l'ours brun n'attaque que lorsqu'il se sent menacé. Pas question pour elle de perturber l'équilibre naturel de cet endroit qui assure sa subsistance. Plus proche de la civilisation, des pêcheurs partent en mer. La loi leur permet de récolter les algues kombu durant 3 à 4 heures par jour pendant quelques mois de l'année. Ici, les pêcheurs ont appris à préserver les ressources de la mer, condition de leur survie. Chaque pêcheur a ses bons coins de pêche. Toshikatsu Miura n'échappe pas à la règle. Il sait où laisser dériver son bateau et trouver le meilleur kombu. C'est un avantage indéniable dans son métier, car l'argent que lui rapporte cette algue représente la moitié de ses revenus annuels. Miura est capable de repérer les bonnes algues, suivant l'épaisseur et la couleur des filaments qui poussent au bout de leur pédicule en forme de tige. Le cycle de vie du kombu dure 2 ans. Voici un très jeune kombu. Il mesure 5 microns et se déplace grâce à ses flagelles de longs filaments qui lui permettent de nager. Au contact d'une roche, il s'y accroche en développant des racines avant de grandir de plusieurs centimètres par jour. À 1 an, le kombu est encore trop jeune pour être consommé. Même séché, il se conserve mal et n'a encore que peu de saveur. En limitant la récolte à quelques heures quotidiennes et uniquement pour les algues âgées de plus de 2 ans, les autorités entendent préserver la flore sous-marine. La récolte du kombu contribue aussi à faire respirer le tapis d'algues des fonds marins en le clairsemant. La lumière du soleil peut alors se diffuser plus largement et favorise la pousse des jeunes algues et la reproduction d'un écosystème diversifié. Les oursins raffolent du kombu. Quant à ces minuscules poissons, ils se réfugient sous ces feuilles à la moindre menace.
Comme Yuri sur sa plage, Miura change d'activité une fois l'été venu et quitte son bateau. Voici ses fils. Kushin, 10 ans, et ses 2 frères. Loin de la vie urbaine, toute la famille contribue aux tâches estivales. Elles sont nombreuses. Il faut laver, faire sécher, conditionner et expédier les algues lourdes et épaisses. 3 générations sont à l'ouvrage dans des conditions parfois désagréables. Une fois hors de l'eau, le kombu dégage une odeur nauséabonde produite par un gaz qui s'échappe de petites vésicules réparties le long de ses feuilles. 匂いがあああ分かる匂い匂いがね片付けてる時なんかくっせーなんかね、匂いっていうかずっと、気持ちは確かに吐き気そうだよ持ち悪い吐きそうにはなる。Les conditions climatiques peuvent changer très vite sur les rives d'Hokkaido, renouvelant sans cesse le paysage qui s'offre à Kushin et à ses frères. C'est à leur grand-mère qu'il revient de scruter le ciel. 山だねやっぱりガスとかさ Regardez la montagne. 雨とかさなんとなくそれ Je peux dire le temps qu'il va faire rien qu'en regardant comment elle この change. 先のあれも山見るねやっぱり En sentant le vent et en observant la brume, je sais s'il y aura assez d'humidité dans l'air. そんな感じだね Ce soir, la brume et l'humidité sont de retour. Ce sont les conditions idéales pour faire sécher le kombu. Les conditions climatiques sont excellentes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'humidité, donc les choses vont aller très vite. L'humidité nocturne va imprégner le kombu. Les vésicules pleines de gaz se fissurent et laissent s'évaporer les gaz toxiques qu'elles contenaient. Cette technique de séchage fait partie d'un savoir qui s'est transmis au sein de ces communautés et s'est perfectionné de génération en génération. いい匂い出てくるやっぱり香りが Ça commence à sentir だからや bon. っぱりそれだけ旨味が出てきて C'est le signe que l'algue prend de la saveur. C'est un processus lent. Rien ne sert de chercher à l'accélérer en arrosant les feuilles ou en les laissant sous la pluie battante. Seule l'action douce et profonde de la brume et de la rosée nocturne sont capables de transformer le kombu. Il faut ensuite expédier les feuilles pour qu'elles soient entreposées dans un lieu clos où se poursuivra leur maturation pendant plusieurs années, jusqu'à 5 ans parfois. Ce n'est qu'une fois leur odeur complètement évaporée qu'elles peuvent être enfin livrées dans les restaurants de Kyoto. Dans sa cuisine traditionnelle, le chef Kato peut alors faire tremper les feuilles de kombu et les laisser ainsi libérer leur acide glutamique. La chimie mystérieuse du kombu est arrivée à son terme. On n'obtient pas une saveur umami parfaite uniquement avec le kombu. L'algue n'a pas assez de goût pour cela. C'est pourquoi on la combine à la bonite séchée.
La bonite est un poisson cousin du thon. Séché, il est utilisé à son tour dans la composition du dashi. Il a une forme de sabre. C'est pourquoi les Japonais l'appellent katsuo ou poisson victoire. Depuis des siècles, on débite la bonite séchée en copeaux chargés d'arômes marins que les rayons du soleil ont amplifiés. C'est certainement l'aliment le plus dur au monde. Il est riche en acide inosinique, une molécule organique qui favorise le métabolisme des cellules. C'est un composant essentiel de l'umami. L'association du kombu et de la bonite séchée fonctionne en quelque sorte comme un intensificateur de la saveur umami. La science a permis de démontrer qu'une fois combinés, les deux ingrédients de l'umami, l'acide glutamique issu du kombu et l'acide inosinique provenant de la bonite séchée, donnaient naissance à une saveur encore plus profonde, plus raffinée et complexe. La bonite est un poisson migrateur. Il se reproduit dans les eaux chaudes le long de l'équateur, puis migre en été vers les eaux côtières japonaises. On peut le pêcher au filet, mais ce poisson se gâte si vite que peu de pays ont choisi d'exploiter cette ressource à grande échelle. Parmi ces pays, le Japon. Bien avant l'avènement des cargos réfrigérés, les pêcheurs de l'archipel ont mis au point une méthode pour faire sécher la bonite. Situé à la pointe sud-ouest de l'île de Kyushu, le village de Makurazaki est réputé pour abriter ce savoir ancestral. L'atmosphère y est constamment embrumée à cause des fumoirs. Il est 6 heures du matin. La vente aux enchères débute. Makurazaki compte 50 établissements qui produisent la bonite séchée. Quelques-uns sont encore des affaires familiales. Parmi elles, la famille de Imakihire. Imakihire est l'un des rares à suivre encore la méthode traditionnelle de séchage. Les filets sont délicatement fumés pendant près d'1 mois, le temps de colorer et durcir leur chair. Le fumage élimine les microbes et permet une plus longue conservation. Les bonites fumées sont ensuite entreposées dans une pièce très humide qui favorise le développement des moisissures. Les filaments des champignons poussent petit à petit, provoquant la transformation de la chair des filets.
Tout repose sur les moisissures. Un bon producteur de ferment, c'est celui qui sait conserver un bon produit. Quand il trouve une bonne souche, il la met tout de suite à l'abri chez lui, dans un endroit où les moisissures pourront se reproduire sur des générations et des générations. Il en prendra très grand soin. Le séchage de la bonite exige une connaissance et un contrôle parfait de ces organismes. Imaki Hire attend les jours de grand soleil avant de se risquer à exposer sa bonite couverte de moisissures à l'air extérieur. C'est une étape sensible de la fabrication. En séchant au soleil, les moisissures de la surface meurent et celles des couches inférieures vont remonter vers la surface pour s'y développer. Il faut un bon timing pour que les bonnes moisissures émergent. Elles ne doivent pas apparaître trop tôt. Mais pas trop tard non plus. Sinon, même les meilleures souches ne survivront pas. C'est très bien. Je le sens au toucher. La surface est bien poudreuse. Ça ne colle pas dans la main. C'est ce qu'il faut. Les champignons ont correctement rempli leur mission. Le procédé complexe, consistant à faire prendre le champignon, puis à faire sécher la bonite au soleil, sera répété au minimum 4 fois. Cette étape cruciale du séchage s'étend sur 6 mois, durant lesquels le taux d'humidité contenu dans la bonite va chuter jusqu'à 8%, accentuant ainsi le goût du produit. Imaki Hire contrôle l'avancée du processus de la même manière que le faisaient ses ancêtres avant lui. Quand elle n'est pas encore bien sèche, ça sonne creux. Voilà comment ça doit sonner quand le produit est presque mature. Vous entendez? Clair et métallique. Celui-ci devra encore sécher 1 mois. Au moins 1 mois, je dirais, au son qu'il fait. Celui-ci donne un son aigu et clair. Celui-là n'est pas prêt. On dirait des jouets en bois, non? Vous voyez la chair? Elle a pris une couleur rouge orangée. Le champignon casse les protéines et les graisses du poisson. Les saveurs de l'umami naissent ainsi. La chair de la bonite se vitrifie et prend des reflets de pierres précieuses. Ce n'est plus du poisson. À ce stade, le produit est entré dans une autre dimension. Tout a commencé avec un poisson entier. Découpé en filets, fumé lentement, il est devenu sous l'action d'un microscopique champignon ce morceau de bonite séchée. Râpée en fines lamelles, elle peut libérer ses saveurs, accumulées tout au long de ce long processus ancestral. Le dashi
est le réceptacle final de cette substance délicate qui transforme l'ordinaire en délice exquis. Pour qui veut comprendre comment le dashi est devenu la pierre angulaire de la cuisine japonaise, il faut se rendre dans l'un des nombreux temples qui abritent l'âme de ce pays et de ses habitants. Le bouddhisme est arrivé au Japon il y a environ 1500 ans. Son enseignement condamne la destruction de toute forme de vie. Convertis à la pensée bouddhique, les empereurs interdisent à la cour et aux nobles toute consommation de viande. Progressivement, ces restrictions sont étendues aux samouraïs et à tout le peuple. La loi est sévèrement appliquée. Au bord de la famine, le peuple japonais se met en quête d'une autre source de l'umami, ce goût savoureux jusque-là attaché à la préparation et à la consommation de la viande. C'est ainsi qu'est né le dashi. Sojiji est le principal temple zen du pays. Ces moines y respectent un rituel quotidien strictement codifié. Dans le cadre de leur formation, chaque aspirant moine doit passer 3 mois auprès d'un maître Tenzo Zen. Ce dernier a pour responsabilité de préparer les repas. C'est un haut personnage du temple. Au cours des générations, les moines chefs ont inventé des plats à base de dashi pour remplacer la viande. Il y a 800 ans, le fondateur de ce temple a formulé une pensée philosophique révolutionnaire, incluant des règles strictes pour la préparation des aliments. Il a ainsi conçu ce qu'on appelle la saveur umami. Ce n'est pas un goût en soi, mais une saveur permettant d'améliorer les 4 autres traditionnellement identifiés, le doux, l'amer, le salé et l'aigre. Par la suite, cette saveur a été intimement liée au dashi. Les moines suivant les principes du bouddhisme ne pouvaient pas consommer du poisson et donc utiliser la bonite pour préparer le dashi. Ils se sont tournés vers la nature environnante et ont eu l'idée d'utiliser certaines espèces de champignons, les shiitake. Les shiitake sont riches en acide guanylylique qui, combiné aux propriétés culinaires du kombu, magnifie l'umami du dashi. Tsubokawa est le maître Tenzo, le chef cuisinier du temple. Les champignons shiitake sont essentiels pour les bouillons de cuisson. Dès qu'on les ajoute dans un plat, tout prend plus de goût. « 70% de la superficie du Japon se compose de montagnes, la plupart couvertes de forêts denses. Kuniku Shiba vit au plus profond des bois. Elle est la gardienne d'un savoir séculaire. Elle maîtrise l'art de faire pousser les précieux shiitake. Kuniko a 90 ans. Son savoir, elle le tire des arbres. Alors, Kuniko les traite avec le plus grand respect. C'est sucré.
si la sève a un goût sucré, cela signifie qu'elle est très riche en nutriments. Dans ce cas, les conditions sont favorables au développement des délicats shiitake. Si Kuniko colle son oreille au tronc, c'est pour écouter la sève circuler. Ah, j'entends quelque chose. Ça circule encore, mais c'est pas grave. On peut abattre l'arbre quand même. Peut-être Kuniko entend-elle aussi le soupir du vent dans les arbres et le frissonnement de leurs feuilles, ou peut-être encore ce que les anciens nommaient le murmure de la forêt. De ses lointains ancêtres, Kuniko a appris que pour survivre, et pour le bien de la forêt, il fallait abattre les arbres et les faire brûler. Cette pratique d'abattis-brûlis est l'une des premières formes d'agriculture. Elle permet de régénérer la forêt, mais aussi de cultiver les précieux shiitake. Magie de la forêt. Les spores des champignons virevoltent dans l'air et viennent se poser sur les coupes fraîches du bois. Oh, regardez ça. Je l'ai. Même quand on brûle la terre, les champignons poussent. Les ancêtres de Kuniko avaient découvert qu'en brûlant une partie de la forêt, ils en révélaient les trésors cachés. Aujourd'hui, on sait que cette pratique stérilise le tronc amputé. Protégés provisoirement des attaques microbiennes, les filaments délicats peuvent alors proliférer. Dans notre jargon, on dit que le champignon a pris ou qu'il est dans le bois. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas tous la même forme. Les gens pensent que le feu détruit tout et ne laisse rien, mais ils se trompent. Regardez comme ça pousse ici. Les habitants de la forêt ont développé une technique appelée natame. Une simple encoche pratiquée à l'âche dans un tronc a le pouvoir d'attirer les spores microscopiques qui flottent dans l'air. Au fil du temps, les hommes se sont aperçus que les arbres coupés alors que leur sève était encore sucrée donnaient beaucoup plus de champignons. Coupé trop tôt, l'arbre ne produit pas assez de nutriments pour nourrir une colonie nombreuse et variée. Coupé trop tard, le bois sécrète des substances protectrices qui ralentissent la reproduction des champignons quand elles ne l'empêchent pas.
Le savoir de ses aïeux facilite grandement la vie de Kuniko. À son tour, elle continue de goûter les arbres et de cueillir leurs précieux champignons. Séchés, ils viendront relever la saveur umami de la cuisine traditionnelle des moines. Ils auront aussi contribué à la régénération de la forêt. Les arbres coupés donnent vie à de nouvelles pousses. Les nutriments libérés favorisent à leur tour l'apparition d'une nouvelle forme de vie sur les souches. Il est encore très tôt au temple Sojeji quand Subokawa, le chef cuisinier, commence à préparer les repas. Les moines ne mangent pas pour être rassasiés. Ils se nourrissent parce que leur survie en dépend. Pour manger, nous détruisons beaucoup de vies. Notre existence dépend entièrement de cela. Chaque moine l'apprend durant sa formation. Le rôle du chef n'est pas de juger la qualité des ingrédients, mais de les exploiter au mieux. Le repas se compose d'un plat principal et de 3 accompagnements. Le minimum vital, en somme. Avant de manger, chaque moine récite le sutra, remerciant les plantes pour leur sacrifice, permettant son repas. Pour de jeunes hommes habitués au régime moderne, les premiers pas sur la voie de la vertu sont difficiles. Au début, quand je suis arrivé au temple, j'avais tellement faim que je n'en dormais pas. La nourriture m'obsédait. J'étais parfois tellement affamé que j'ai sérieusement envisagé de manger l'herbe qui pousse au bord des chemins. J'ai le sentiment d'avoir développé un fort penchant pour la saveur du dashi. Dans la salle de méditation, il est strictement interdit de parler. Du coup, ma relation à la nourriture y est très intime. Austérité et ascétisme aiguisent le sens du goût. La pensée zen enseigne la compassion pour tout être doué de vie. Celle de l'homme dépend de ce qui l'entoure. C'est pourquoi chaque repas s'achève sur un rituel. Les moines posent une goutte de dashi dans la paume de leurs mains. Ils y font ensuite tremper 7 grains de riz qu'ils offriront aux oiseaux.
Sur le piédestal de cette très vieille mangeoire en pierre, on peut lire que ce repas contribue à l'existence de nombreuses vies. La cuisine japonaise trouve ses fondements dans la philosophie zen. Il y a un siècle, elle a montré le chemin de l'umami, la 5e saveur que les Japonais appellent le goût savoureux. À l'université de Kyoto, le professeur Toru Fushiki s'est attelé à comprendre les propriétés de cette saveur si singulière. Il s'est aperçu que même lorsqu'elles sont rassasiées, ces souris de laboratoire continuent de laper le dashi, et elles en veulent toujours plus. Le professeur y a vu un comportement comparable à la réaction de l'organisme quand il reçoit des graisses ou du sucre. Quand on mange du sucre, du gras ou du dashi, on en veut plus. Et plus on en mange, plus on aime ça finalement. On peut parler d'addiction dans ce cas. Là-dessus, les souris et les hommes sont égaux. C'est un signe que l'on y trouve des protéines vitales en abondance pour notre survie. Mais dans le cas de la cuisine japonaise qui n'utilise aucune graisse ni sucre, cette addiction au dashi et à son umami ont des vertus bénéfiques pour la santé. Même si vous développez une appétence pour le dashi, ça ne veut pas dire que vous allez suivre un régime trop calorique. Au contraire, vous allez développer un goût prononcé pour les plats typiques japonais, pauvres en calories et en graisse. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le dashi est ce qui se rapproche le plus d'une substance addictive bonne pour la santé. Pour les Japonais, tout commence dès le petit déjeuner. Une pâte à base de grains de soja fermentés est dissoute dans du dashi tiède pour préparer la soupe miso. C'est ainsi que le goût pour le dashi se forme, détournant le palais des protéines animales et du sucre pour convertir l'organisme à un régime plus sain et moins riche en calories. Ce que l'Occident appelle cuisine nouvelle, cuisine allégée ou encore cuisine minceur s'inspire profondément de l'approche culinaire nippone. Dans l'ancien temps, la première chose qu'un nourrisson goûtait après le lait maternel était le dashi. Ce bébé de 6 mois s'apprête à découvrir les joies de la nourriture solide. Sa mère filtre d'abord le dashi pour qu'il soit le plus clair possible. Puis, elle y fait cuire du riz. Très soucieuse de l'alimentation et de la croissance de son enfant, cette maman sait que ce qu'il goûtera aujourd'hui façonnera son goût pour les saveurs naturelles durant toute sa vie.
À Kawakami, le restaurant le plus coté de Gion, on prépare tous les jours une cuisine épurée et raffinée pour des palais très développés. C'est en travaillant avec les meilleurs produits de saison que les grands chefs ont probablement imaginé le repas traditionnel japonais. Véritable œuvre d'art, le plat principal et sa cohorte d'accompagnement sont un délice visuel. À la base de presque tous ces mets, on retrouve le dashi. Seuls les plus grands chefs savent jouer avec le précieux liquide pour révéler les saveurs étonnantes des mets qui l'accompagnent. Ce plat combine ici des graines de sésame et du dashi. On ajoute le bouillon de dashi dans le mortier pour le mélanger aux graines et obtenir une pâte où l'arôme de sésame se trouve sublimé. La cuisine japonaise, ou washoku, est parfaitement définie à travers un aphorisme très populaire. Le frugal peut être copieux quand l'aliment est frais et généreux. On trouve, au cœur d'un des menus aux multiples plats du restaurant Kawakami, une soupe appelée owan. C'est la simplicité faite bouillon. Pourquoi est-ce que la soupe owan est un plat principal? C'est tout simplement à cause du dashi. Dans un repas japonais, il y a de nombreux plats. La base de toute notre cuisine repose sur le dashi. Alors, je tiens à ce que les convives le savourent. La soupe owan contient plusieurs ingrédients, mais celui auquel je prête le plus d'attention, c'est le bouillon, car je tiens à ce que les gens le boivent avec délectation. C'est lui qui fait tout dans la soupe owan. La cuisine japonaise est une symphonie de saveurs, de textures et de couleurs minutieusement orchestrées suivant les saisons. On apporte une grande attention à sa préparation pour ne jamais masquer les arômes naturels des aliments, mais au contraire, les magnifier. À la base de cette démarche culinaire séculaire, le dashi, délicat et délicieux, renferme le pouvoir secret d'exalter tous les sens gustatifs.